Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Siècle Afro, le podcast qui est fait par et pour les Africains, pour les jeunes plus spécifiquement, pour parler des différentes difficultés auxquelles nous faisons face et apporter des débuts de solutions. Comme d'habitude, je me retrouve encore avec mes deux acolytes, donc Messi et Joseph. Comment allez-vous les amis? Super bien, merci. Toi, Joseph. Bon, on va très bien, hein. C'est le mois de mars. Bon, il n'y a rien de particulier. Comment ça? Bon, après, il y a les femmes. Donc, Non, au-delà non, mais en fait, on passe de mauvaises bases déjà. je ne vais pas couper au montage. Mais voilà, on se porte super bien. On va revenir sur cette partie bientôt. Donc, comme Joseph l'a dit, dans la continuité du mois des femmes, nous recevons encore une fois aujourd'hui une invitée spectaculaire, comme tous nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Alida. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, sans entrer forcément dans les détails? On va pouvoir discuter ton parcours fantastique. Ok. Donc, qui es-tu, Alida? Merci Johan, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Alida, j'ai 23 ans, je suis ingénieure en efficacité énergétique et j'ai un master en gestion de projet. Donc j'ai créé Tilo EcoBuild, du coup, qui est une structure qui promeut la construction durable. Et à côté de ça, c'est Johan qui m'a dit de le dire. Au niveau passion, j'aime beaucoup, Moi, je vais m'amuser. j'aime beaucoup la natation. J'aime beaucoup la natation. En 2025, je me suis lancé le défi de nager au moins 2 fois par semaine. On va revenir sur ça. Et tu le fais? J'ai arrêté récemment parce que je suis tombée malade. Sinon, au début de l'année, je le faisais. Oh, super, super. Mais quelle femme inspirante, en vrai. Vraiment. Et à côté de ça aussi, je peins. J'aime beaucoup la peinture. Voilà. Ah bah super. Donc c'est super intéressant et tu as mentionné Tilo EcoBuild, on aimerait bien savoir ce que c'est, ce que tu fais. Alors, Tilo EcoBuild, c'est un peu ce que j'appelle le projet de ma vie. En gros, c'est un ensemble d'entités que j'essaie de mettre en place afin de vulgariser en fait les connaissances sur la construction durable. Donc, pour le moment, en fait, la première pierre de ce projet, c'est Tilo EcoBuild Blog. Et donc, en gros, c'est un blog qui a pour vocation en fait à vulgariser les connaissances techniques ou pas du coup sur l'environnement bâti et comment le rendre plus durable et plus confortable pour les personnes à l'intérieur. Mm. Ok, mais pourquoi parler de construction durable? Parce que déjà en Afrique, on nous dira, bah, il n'y a pas de construction. Toi, tu viens parler de construction durable. Et Ouais, c'est quoi la genre, construction durable? effectivement, pourquoi durable, pourquoi pas construction spécifiquement, genre de manière générale en vrai. Ok, d'abord je vais passer avec la définition de la construction durable. Bon, quand j'ai créé Tilo EcoBuild, les gens commençaient à me traiter un peu d'écolo et tout. Mhm. Et en fait, pour moi, en fait, une construction durable, c'est un peu différent d'une construction écologique. En gros, Ok. une construction écologique, c'est une construction du coup qui minimise son impact sur l'environnement, alors qu'une construction durable, du coup, c'est une construction écologique, mais qui est aussi adaptée aux réalités des personnes qui seront à l'intérieur. Et donc, pour moi, une construction devient durable si on prend le cas de l'Afrique, si elle est vraiment adaptée aux réalités climatiques, Mhm. au portefeuille, on va dire ça comme ça, des personnes qui sont concernées par ces différentes constructions-là. Ce qu'on remarque, ce n'est pas forcément le cas en ce moment. Et pourquoi en fait passer à partir d'un blog? Moi, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment faire en sorte que les gens prennent conscience en fait que le bâtiment, c'est pas juste le cadre de notre vie, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut optimiser et qu'on peut améliorer pour avoir de meilleures performances. Donc là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est vraiment vulgarisation de connaissances techniques. C'est pour ça qu'on a 2 plateformes, un site internet avec des publications qui sont vraiment très détaillées et aussi une page LinkedIn, du coup avec des carousels et qui du coup sont un peu plus simples et plus abordables pour les personnes. Donc au niveau de la cible, en fait, moi lorsque j'ai fait la page LinkedIn, la cible c'était surtout les promoteurs immobiliers, si on veut parler du cas de l'Afrique. Mhm. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, la construction c'est un secteur qui est libéralisé et qui a été libéralisé il n'y a pas vraiment longtemps, c'est dans les années 80. Mm. Avant, la production de bâtiments de masse était faite par le gouvernement et c'est pour ça qu'on avait des constructions qui étaient adaptées à nos réalités. Mhm. Mais maintenant, là, l'enjeu principal de la construction, vraiment, c'est chercher de l'argent. Ok. Les gens, ils construisent pour avoir de l'argent et on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est déjà difficile d'avoir un terrain. Vous connaissez les difficultés, tout ça. Commet, Ouais. Pas de ça. C'est difficile d'avoir un terrain, c'est difficile de faire venir des matériaux parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne produit pas forcément de matériaux. Et en fait, en ce moment, il y a les bâtiments qu'on voit là qui sont ces formes de rectangles, bon, de cubes, voilà, qui sont assez modernes, on va dire, Mhm. mais qui sont aussi simples à faire. Mhm. Et c'est ce qui a été importé en fait dans le pays. Et les gens ont perdu un peu cette histoire de prendre en compte les matériaux locaux et prendre en compte aussi les conditions
locale. Avant qu'on rentre dans le détail de la construction en Afrique et tout, quand tu parles d'éco-build, tu parles de ça veut dire que tu n'es pas seul sur le projet ou parce qu'à la base tu étais seul ou comment ça se passe? Oui, à la base, j'étais seule. Disons qu'il y avait un deuxième enjeu, en fait, lorsque j'ai lancé le blog. C'était aussi pour moi de garder une certaine connaissance technique du domaine, vu que c'est mon domaine de formation de base et que j'ai un peu migré avec un master en gestion de projet, tout ça. Donc, vraiment garder cette crédibilité-là. Et donc, plus tard, en fait, lorsque j'ai pu mettre un peu mes marques, avoir une certaine forme de direction artistique, j'ai pu recruter des personnes. Donc, en ce moment, on est 3, 2 que des filles. Bon, c'est pas parce que j'ai forcément choisi des filles. J'ai fait une annonce, j'ai fait passer une annonce de recrutement et j'ai eu que des filles qui ont postulé. Qui ont postulé. Ouais, qui ont postulé. Que tu as accepté ou qui ont postulé? Qui ont postulé. Bon, on peut avoir les détails après pour vérifier tout Ouais, ça. parce que... Parce que ça s'apparente pas du sexisme, hein. Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Disons que généralement, les filles, elles sont plus... Bon, je vais pas faire de... On coupe ça au montage. On ne pourra pas au montage. Il faut assumer ses propos. Non, pas écolo, mais disons qu'elles sont plus, en fait, dans les considérations sociales, en fait, que les garçons qui sont un peu plus axés business et technique dure, en fait. Ouais, ça, c'est pas forcément faux, parce que moi, dans mon équipe, je suis le seul homme. Non, mais après, c'est Accor, il dit ça quand même. Mais bon. Ouais, pas dans tous les cas, mais bon, en tout cas, moi-même, j'ai observé ça, surtout en Europe, en Afrique, je sais pas, mais... Bon, je sais pas. Les garçons veulent aussi sauver la planète. Bah oui. Oui, moi, c'est un enjeu particulier pour moi, c'est pour ça que je travaille dans le domaine de l'environnement. C'est pas le sujet. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, genre, c'est plus prendre du temps en plus de tes activités pour voilà, faire ce genre de choses-là. Et généralement, j'ai l'impression que les filles le font plus. Bon, bref. Donc, il n'y a eu que des filles qui ont postulé. J'ai retenu 2 profils, un profil technique et un profil qui est un peu plus axé finance ESG. Et on a commencé le travail avec elles. Et récemment, il y a une personne, encore une fille, qui m'a demandé pour tuer un peu le temps de faire des publications. Et donc, j'ai recruté aussi. Donc, pour le moment, on est 4 sur le projet. Intéressant, c'est bien. Et ça fait combien de temps que tu as commencé? Je sais pas si tu l'as déjà mentionné. Non, ça fait 1 an. Ça fait 1 an le 1er mars. Ah, bah, c'est déjà pas mal, mais jusque-là, sur cette année qui s'est écoulée, quand tu as fait ton bilan, si tu l'as déjà fait, est-ce que tu as senti de l'avancée? Est-ce que genre, tu as des points d'avancement, des buts que tu veux atteindre, que tu mets sur le court, médium? Bon, là, on est plus court terme, mais... Ouais, au début, mon but, c'était vraiment d'avoir, comment dire, un template et avoir une image, en fait. Ça, j'ai réussi à le mettre en place. Lorsqu'on voit Tilo EcoBuild, même de loin, on sait déjà que c'est un article de Tilo EcoBuild, c'est quelque chose qui a été fait par Tilo EcoBuild. Mon deuxième objectif, c'était d'avoir au moins 1000 abonnés sur LinkedIn avant 1 an, ce qu'on a pu faire au bout de 9 mois quand même. Et ça montre, ça montre qu'il y a quand même de l'engouement. En termes de chiffres, on est à quoi? 90 nouveaux abonnés par mois sur LinkedIn. Je trouve qui est quand même pas mal. Et en termes d'impact, en fait, je suis contente parce qu'au niveau des followers, on n'est pas que sur des professionnels de la construction durable ou des personnes qui travaillent dans la durabilité, mais on est vraiment sur différents types de profils. Bien sûr, on a ceux-là, on a aussi des architectes, on a des ingénieurs qui ne sont pas forcément en rapport avec la construction. On a des gens qui travaillent en finance durable ou pas. Et on a des personnes qui font vraiment d'autres corps de métier, mais du coup qui investissent en immobilier. Et donc qui sont un peu curieux par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on publie. Moi, je trouve ça intéressant, surtout quand nous, on peut en témoigner, hein, c'est un peu compliqué dans un début de blog ou d'activité sur les réseaux sociaux, d'être constant et tout. Donc moi, j'apprécie vraiment les 1 an. Normalement, la première année, c'est l'année la plus où tu as le plus de motivation au départ et tout. Tu regardes un peu les retours et tu es motivé. C'est après que ça devient compliqué. Comment tu appréhendes tout ça? Moi, en fait, la première année, c'est vrai que je ne vais pas dire que c'était pas compliqué, mais ça allait parce que, en fait, au début, j'avais peur de lancer mon blog. Ça, c'est clair. Ça, c'est la période dans laquelle tout le monde passe. Je ne savais pas si j'étais assez crédible, je ne savais pas si le sujet me plaisait ou pas. Et c'est un jour comme ça, je me suis levée et puis j'ai dit, bon, vas-y, tu publies et tout. Et en fait, j'avais appris un peu comment maximiser un peu les stats sur LinkedIn. Et ce que je devais faire, en fait, c'était avoir de l'intérêt fort dès le début de ma page pour que je continue à être référencée et tout. Et là, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que j'avais partagé en fait les liens de ma page sur WhatsApp, tout ça, à mes amis et tout. Et je suis passée de 2 abonnés à 180 abonnés en 1 nuit.
C'était incroyable en fait. Donc ça m'a vraiment encouragée. Et à côté de ça, je reçois souvent des messages de personnes qui disent « Ouais, ce que tu fais, c'est bien. Ouais, j'ai appris ça grâce à toi. Ouais, Thilo, c'est bien et tout ça. On voit que ça va devenir quelque chose. Donc, j'ai un peu ce carburant que j'ai de manière un peu continue. Et à part ça aussi, comme j'ai dit, Thilo, c'est vraiment un grand projet. C'est pas que le blog. Et donc, c'est ce qui me permet en fait de rester constante dans tout ce que je fais. Ah bon, je fais partie des premiers abonnés aussi. Hein. C'est pas vous. Ouais, mais moi, je suis abonné. Mais donc, le blog, pour le moment, et Ouais. ce que tu postes sur LinkedIn, sur le site internet, c'est la première étape d'un plus grand projet, c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui doit venir après? D'accord. Donner un peu des teasers pour nos abonnés. Bah, déjà, pour le blog, en ce moment, comme vous le voyez, on est vraiment dans un format texte. Et vu qu'on veut passer à un média, déjà, il faudrait diversifier les formats qu'on met. Donc là, on essaie d'explorer un peu tout ce qui est vidéo et tout ce qui est aussi interview, podcast aussi avec des experts du secteur. Mais ça, je ne sais pas trop comment le mettre en place pour le moment parce que Thilo Ecobuild en lui-même n'est pas focalisé sur l'Afrique. Et donc, je ne sais pas quelles personnes pourraient être les plus pertinentes en fait. Et s'il faut rester chez les jeunes, est-ce qu'il faut rester chez... Bref, en tout cas, il y a énormément de choses. Mais à part ça, comme j'ai dit, là, je voulais avoir un impact particulier en Côte d'Ivoire. Et pour ça, en fait, c'est vrai que Thilo, c'est bien comme c'est, mais ça ne va pas forcément impacter tout un chacun. Ça va surtout impacter les gens de la diaspora, les gens qui sont professionnels et tout. Et donc, l'idée, ça serait de passer sur d'autres réseaux, comme Facebook, Instagram, tout ça. Surtout Facebook, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien réfléchir et tout. Et le format qu'on a en ce moment n'est pas forcément adapté pour ça. Donc pour ça, en fait, j'essaie de discuter avec des architectes du coup, qui sont en Côte d'Ivoire pour qu'ils me donnent un peu l'historique, comment ça se passe, tout ça, et quelle image on pourrait renvoyer. Donc, non, vas-y. Ouais, donc ça, c'est vraiment l'avenir un peu de Thilo Ecobuild blog dans un premier temps. Les autres déclinaisons de Thilo Ecobuild, du coup, il y a Thilo Ecobuild Formation, sur lequel on a commencé à travailler avec l'association Assivoire. Ouais. Et donc, on va fournir des formations sur la durabilité. Déjà, qu'est-ce que la construction durable? Quels sont les outils, par exemple logiciels ou autres, qu'on peut utiliser dans le domaine de la construction durable et aussi du décryptage réglementaire. Et Assivoire, vu que c'est axé Côte d'Ivoire et Afrique, ça sera surtout décryptage réglementaire en Côte d'Ivoire. Parce que moi, il y a un petit truc que j'ai remarqué. Par exemple, en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a l'audit énergétique réglementaire qui est devenu obligatoire pour les entreprises. Mais il y a vraiment peu de personnes en fait, qui se sont positionnées dessus. Il y a peu de personnes aussi qui savent comment devenir auditeur et tout ça. Et bon, moi, quand je l'ai vu, j'ai essayé de faire des posts au maximum dessus, tout ça, avec mon compte LinkedIn personnel. Et la différence que je vois en fait avec la France, c'est que par exemple en France, quand le décret tertiaire est arrivé ou le décret BAX par exemple est arrivé, il y a eu un florilège de petites startups ou de personnes qui se sont levées en fait avec cette spécialisation que les gens n'ont pas forcément en fait en Côte d'Ivoire. Et moi, je veux vraiment pousser en fait. Les gens se disent suivez un peu les réglementations, suivez comment ça évolue et voilà comment vous pouvez vous adapter pour gagner de l'argent à partir de ça. Donc ça, c'est les deux choses qui sont simples à faire. Après, il y a Thilo Conseil qui serait plus axé certification environnementale de bâtiments. Audit énergétique, ACV, en tout cas ce genre de choses-là. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut donner une forme juridique à la chose. Ouais. Complètement. Ouais, et pour donner une forme juridique, il faut que moi aussi j'ai une situation en France en fait qui me permette de créer une entreprise ou ce genre de choses. Donc ça, pour le moment, c'est un peu en pause. Et l'objectif ultime même de Thilo Ecobuild, c'est de faire une industrie de construction hors site avec des modules durables. Voilà. Intéressant. Du coup, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, mais actuellement, vous êtes sur la partie blog, donc c'est assez informatif, vous faites des publications. Du coup, je me demandais si ces publications-là sont axées vraiment débutants ou est-ce qu'il faut avoir des connaissances initiales sur le sujet. Je ne sais pas si Messi, peut-être toi tu en as, bon, il n'en a pas. Mais moi, personnellement, je ne m'y connais pas particulièrement. Quand on parle de bâtiment, je me dis, il n'y a pas forcément énormément à dire. Genre, ce bâtiment, tu construis, tu vis des notes, c'est fini. Je ne sais pas. Du coup. Ouais, c'est exactement ça. Toi, tu es ma cible en fait. Donc... Ça veut dire. Non, mais en fait, c'est changé en fait l'histoire d'un bâtiment, c'est juste un cadre. Alors qu'un bâtiment, ça impacte en fait notre manière de vivre, ça impacte notre manière de réfléchir, ça impacte énormément de choses en fait. Au niveau des publications, j'essaie de faire simple au maximum.
Par exemple, il y a énormément de publications qui mériteraient d'être traitées sous la lumière de la thermodynamique, mais que j'essaie de simplifier au maximum. Par exemple, je ne vais pas venir dire que ouais, ton mur, là, tu ne dois pas l'utiliser parce qu'il permet tel kilowatt de déperdition, etc. Non. Je vais te dire, ça piège la chaleur, donc ce n'est pas bon pour toi parce qu'il fait déjà chaud dehors. Donc, c'est vraiment essayer de simplifier au maximum, mais rester quand même professionnel, vu qu'on est quand même sur un réseau social professionnel et que bah, il en va un peu de notre image et puis de notre crédibilité plus tard. Ok. Vous avez des questions par rapport à ça? Non, je ne sais pas beaucoup. Je pensais à un autre truc. Carrément. C'est scandaleux. Non, c'est parce que la question ne me disait rien en fait. Donc, Waouh. Wow. Bon, ok. Du coup, actuellement, avec cette première étape-là, donc, Tilo et Ecobuild Blog, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, s'il y en a, bien sûr? La principale difficulté, c'est moi-même. En fait, le truc, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai recruté des personnes, mais du coup, avant de faire une publication, il faut que je corrige et que je valide pour publier moi-même. Et donc, moi, lorsque je ne suis pas disponible, on ne publie pas. Et quand on ne publie pas, en fait, on baisse en référencement. Donc, le problème qu'on a en ce moment, c'est d'essayer de faire en sorte d'automatiser, de faire en sorte que la personne qui écrit directement l'article puisse publier directement sans que ça change, en fait, l'image que le blog essaie de faire ressortir, en fait, de véhiculer. Par exemple, la dernière fois, vu que je terminais ma formation en alternance, j'avais énormément de rendus, plus voilà, énormément de choses à faire. Puis après ça, j'ai enchaîné sur une maladie. Donc ça faisait que sur 3 semaines, en fait, on ne publiait pas. Mais ce n'était pas forcément la faute des filles, c'est juste que moi, je n'étais pas disponible pour publier ou pour modifier les choses. Donc vraiment, c'est la difficulté principale qu'on a automatisé cette chaîne-là. Sinon, à part ça, c'est plus des défis, hein, sur tout ce que je vous ai expliqué au préalable. Savoir si, quand on veut vulgariser en Côte d'Ivoire, par exemple, sur Facebook ou Instagram, si on doit garder le même nom. Mais si on garde le même nom, ça fait un décalage avec ce qu'on fait déjà sur les autres réseaux. Bref, en tout cas, c'est énormément de questions de comment faire agrandir le blog et passer sur les autres projets. Mais tu sais, tu as mentionné un point qui est assez pertinent, je vois, c'est le point de la durabilité. Et tu as dit que ça dépend des réalités sur le terrain. Et toi, tu as fait tes études en Europe, en France, mais tu regardes aussi les réalités au niveau de la Côte d'Ivoire. De ton point de vue, est-ce qu'il y a des divergences? Est-ce qu'il y a des convergences? En fait, comment est-ce que tu t'orientes toi-même en fait? Comment est-ce que tu veux orienter Tilo Ecobuild pour répondre à toutes ces petites différences qu'il y a dans la manière de construire en Côte d'Ivoire, dans ce qui est déjà construit ici? Est-ce que tu prends exemple? Est-ce que tu te dis non, la Côte d'Ivoire, ça doit totalement changer? Enfin, comment est-ce que tu vois le truc? Bon, pour moi, la Côte d'Ivoire, ça doit un peu totalement changer. Bon. Attention. Non, je rigole. En fait, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais comme j'ai dit, c'est surtout les gens, ils investissent pour gagner de l'argent, pour maximiser leurs revenus, en fait, lorsqu'ils construisent un bâtiment. Et vu qu'il n'y a pas forcément... il y a la réglementation, mais derrière, il n'y a pas forcément de contrôle. Ça fait que tout le monde construit un peu comme il le veut. Et il n'y a pas forcément d'harmonie, en fait, comme vous voyez au niveau des bâtiments. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Il n'y a pas forcément d'harmonie ou parfois même de réhabilitation des bâtiments, tout ça. Donc, par rapport à ce que j'ai appris en France, en fait, c'est vrai qu'on a appris un peu la théorie en fonction des bâtiments en Europe qui ont des réalités climatiques différentes de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un peu une logique, en fait, qu'on peut appliquer en Côte d'Ivoire. Et heureusement, on est au 21e siècle, il y a Internet. Donc, il y a énormément aussi de formations qui te permettent d'apprendre des choses sur le climat tropical. Et en plus, avec mon blog qui est axé monde, je vois un peu, en fait, comment les gens construisent et en Afrique et en Asie, et en faisant, en fait, des corrélations. Ouais, des benchmarks, des corrélations avec les climats qui sont adaptés. Et en prenant en compte les réalités, on arrive en fait à savoir comment aiguiller les personnes qui seraient sur place pour qu'ils construisent le plus durable. Est-ce que tu dirais que le véritable problème de la construction durable, c'est la réglementation ou c'est plutôt au niveau technologique, c'est plutôt au niveau je sais pas, économique? Par exemple, tu vois, il y a des gens qui disent que construire durablement, ça te coûte plus cher. Et ça sert à rien. Et moi, à ça, j'aimerais rajouter peut-être le volet des acteurs, donc là, le gouvernement, il y a des réglementations, mais qui ne contrôlent pas. Donc, c'est quoi le véritable problème là?
Ok, bah, le véritable problème, en fait, c'est qu'il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de personnes aussi qui construisent chaque année. Et le gouvernement, en fait, fait ce qu'il peut pour contrôler les bâtiments. Par exemple, en 2022, il y a eu près de 11 000 bâtiments, puis en 2023, 18 000 bâtiments qui sont contrôlés, en fait, par le ministère de la Construction. En Côte d'Ivoire? Ouais, en Côte d'Ivoire. Il y a combien de bâtiments qui sont construits? Ah là, je ne peux pas te dire. Parce que déjà, il faut que les gars ils aient des permis de construire. Ils construisent même sans permis de construire. Ok, donc sur tous les bâtiments qui ont été construits en 2000, seulement 18 000. C'est peu ou c'est beaucoup en fait? Est-ce que je veux savoir? En vrai, je ne saurais pas me te dire. Et c'est ça aussi le drame, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Okay. Donc on ne saurait pas quantifier en fait l'impact de la construction. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est mal fait? On ne sait rien en fait. C'est pas comme ici en Europe par exemple où il y a des observatoires, où il y a des associations en fait qui font ces études-là. Donc, oui, bah, si on veut repartir en fait sur les acteurs, il y a quelques acteurs, je ne peux pas dire le nom exactement, mais bon, quand la construction d'un bâtiment, on a le promoteur immobilier. C'est celui qui fait la promotion du bâtiment, dit voilà, on veut construire tel bâtiment ici. On peut dire un peu, c'est la maîtrise d'ouvrage, disons ça comme ça. Et ce promoteur immobilier-là, il est financé soit par des banques qui vont lui octroyer un prêt, soit par des personnes qui vont vouloir investir dans son bâtiment. Et ce bâtiment-là est construit du coup par des entreprises. Et dans l'entreprise, il y a les architectes, il y a les bureaux de contrôle, les ingénieurs, les maçons. Et chez nous, c'est les maçons qui construisent. C'est vrai qu'un autre problème aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sollicitent des architectes. Donc ça, c'est un autre problème. À côté de ça, il y a les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer dans la maison une fois construite, en fait. Et il y a toutes les personnes qui sont à côté de ton bâtiment. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a de plus en plus de personnes, mais il y a aussi, ces personnes-là n'ont pas forcément de hauts revenus. Et donc, vu qu'il y a un déficit en termes de logement, ces personnes-là n'ont pas forcément un pouvoir de négociation pour dire, ouais, faites un bâtiment qui est adapté à notre mode de vie. C'est pour ça, par exemple, quand tu as un immeuble en Côte d'Ivoire, on dit, tu peux pas piler foutu dans ton immeuble. Alors que ça, c'est pas normal, en fait. Si piler foutu, c'est dans notre culture, faut que quand on construise en Côte d'Ivoire, tout le monde puisse piler son foutu, même si c'est à minuit, en fait. Donc, c'est hardcore de vouloir piler foutu à minuit, quand même. Genre, moi, tout est un peu exagéré pour mais bon. Mais bon, c'est pas une chose. que tes zombies. Non, mais bref. Et un autre problème, donc je vais aller rapidement sur ça, en fait. Un autre problème que ça soulève, en fait, c'est que notre culture, en fait, on l'oppose tellement à la modernité. C'est comme si c'était un peu entre griffes un villageois de piler foutu. Genre, on va te dire, ah, mais toi, t'es dans l'immeuble et puis tu veux piler foutu. Genre, alors que c'est normal, en fait. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire. C'est pareil que la construction en terre. En Côte d'Ivoire, il y a énormément de terres, en fait, qu'on peut utiliser pour faire de la construction qui régule thermiquement, en fait, nos bâtiments. Mais quand tu as dit à quelqu'un de construire en terre, lui, il va dire non, c'est au village, on construit en terre, en fait. Moi, je vais mettre carreau, je vais même pas mettre de verdure parce que ça, oui, c'est bon. Wow, mais c'est... Enfin, est-ce que c'est... Enfin, c'est... Ce que je dis, ça peut être... C'est bien dit et tout, hein. Mais nous aussi, on fait un sondage là, maintenant. Toi, tu peux construire ta maison en terre. En Côte d'Ivoire. Genre, tu te lèves quand on dit, tu vas avoir un architecte, il faut construire ta maison en terre, tu vas faire. En terre, si... Moi, je suppose que c'est son travail. Du coup, si selon lui, c'est mieux, et bien sûr, vu que je réfléchis un minimum, je vais lui demander pourquoi c'est mieux. Et s'il m'explique, parce qu'en vrai, nous tous, on connaît quoi, ciment, béton. Mais au fond, pourquoi ciment, béton? On sait pas. Perso, moi, je sais pas. Du coup, moi, je vais lui demander si c'est pas forcément plus cher et que c'est peut-être plus... Parce que, à la limite, Georges, peut-être que genre, la terre, c'est plus solide que le béton, bien. Dans 20 ans, ça ne va pas s'écrouler. Du coup, moi, je vais te demander pourquoi. Et si les raisons sont valables, why not? Hein? Et toi, Messi, toi, tu peux accepter. Je pense que comme il a dit, si techniquement, c'est un projet solide, déjà, ça fait un point. Après, ça dépend de l'environnement où tu es, tu vois. Si par exemple... À Cocody, par exemple. Cocody, Riviera 4. Après, je pense que quand tu construis en terre, c'est-à-dire, c'est... Peut-être l'ouvrage sera en terre, mais après, genre, au niveau de la finition, ça peut être construit en terre sans que tu saches que c'est en terre. C'est pas comme si c'était parce que c'est construit en terre que c'est vilé. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment contraire à tout ce qui a déjà été placé. Donc, oui, ça me pousserait à réfléchir. Non, moi, il n'y allait pas. En fait, sur le coup, il n'y allait pas accepter, en fait. Honnêtement. Sans même demander pourquoi. Non, pourquoi? Attends, moi, il vient avec ma maison. Non, c'est pas parce que, genre, on doit être honnête dans la vie, en fait. Moi, il vient construire, genre, ici, tu vois la maison qui est là. Moi, si on ne dit pas qu'ils sont construits en terre, moi, pour moi, il n'y a pas de terre dedans. Mais c'est quoi tu appelles terre? C'est genre sable? Moi, je pense à, quand tu parles de terre, là, quand tu vas au village, tu vois les cases, souvent, ils mettent. Genre les cases rouges. Des rouges, ouais. Tu vois, ça, c'est pas.
C'est pas de Il y a un l'argile. peu de l'argile, un peu. Ouais, c'est argile, non? C'est Ouais, de l'argile. oui, mais la terre même qu'on prend pour construire, c'est de l'argile en fait. Ah, mais ça. Et en gros, c'est juste des briques, tu vois, les briques en béton qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est juste on remplace par des briques en terre. Sinon, tout le reste, là, c'est. C'est ça, tu C'est vois, comme tu as ça. une finition, tu as de la peinture. Enfin, Bon, en vrai, c'est pas un truc que moi, sans avoir parlé avec Alida aujourd'hui, moi, je me propose ça, moi, il y a là, c'était. Genre, honnêtement, en fait. ouais, c'est pour Bon. ça que justement il y a son blog. C'est pour Ouais, ça que- ouais, pour voilà. valoriser. Parler aux gens comme Aux gens Non, comme- je veux dire, Voilà. on peut comprendre quelqu'un qui, sur le coup, se dit, bah, non, moi, je veux pas, en fait. Surtout totalement. d'un cassé comme Rivera 4. Tout T'as à vu ta fait. Rivera 4, non, t'as besoin de thé. Ah, tiens. Comme, non, c'est pas sérieux. Riviera Cap. Après, Il y a des après, de filles, ça me trottine dans la tête, mais on est d'accord que c'est pas normal de piler photos dans l'immeuble. Non, mais on est Non, mais d'accord. ça me trottine parce que je me dis, genre, il y a plusieurs personnes, quand tu tapes là, ça résonne en bas. Non, Mais normalement, il y a les technologies, bon, C'est ça. les technologies, c'est un peu trop dit peut-être, hein, mais il y a des matériaux qui vont faire que bah, le sol ça sera insonorisé, en fait. Voilà. Ah ouais? Par exemple, quand tu cries souvent ici, les voisins, ils n'entendent pas, tu vois. Je suis pas la personne qui crie le plus dans cette Bon, maison. on en reparlera. Ah, ok. Mais c'est un peu ça, en fait, le truc. Ah bon? Bah, en fait, justement, c'est ça. Notre R&D devrait faire en sorte que les gens puissent piler photo dans leur immeuble parce qu'on mange photo en Côte d'Ivoire et puis on doit continuer à manger photo. Il y a des parce que c'est machines, non? Ah, en tout Bon, cas, c'est pas le sujet. Avant de passer sur les entreprises qui construisent, eux, peut-être des bâtiments, moi, je parlais sur les maisons, là. Avant-hier, je me baladais un peu sur Facebook, le réseau où certaines personnes ne réfléchissent pas, selon Alida. Et en fait, j'ai vu une maison qui coûtait 69 millions de francs CFA au Nigeria. Je vais vous envoyer le lien un peu plus tard, vous allez regarder. Ouais. Mais en fait, la maison, là, tu la transposes, tu la prends du Nigeria, tu l'envoies en Côte d'Ivoire. Genre, c'est pas pareil, genre, ça coûte peut-être 400 millions, 500 millions, voire 600 millions, en fait. T'as plein de piscines, C'était où ça au Nigeria? à Lagos. À Lagos, Ok. ouais. Et du coup, moi, ma question, j'ai lu un peu les commentaires. Et en fait, il y a des gens qui étaient dans la construction, apparemment, ils disent que le Nigeria, c'est un pays où la plupart des matériaux proviennent directement de leur pays pour construire les bâtiments, les maisons. Donc, moi, il y a deux questions. Est-ce que c'est vrai déjà, si tu le sais? Et pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça? Bah, déjà, c'est vrai, parce qu'ils ont Dangote, par exemple, Mhm. qui a sa cimenterie. Et j'imagine qu'ils ont vu le nombre de milliardaires, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais forcément, il y a d'autres gars de l'industrie qui font des matériaux de construction. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où nous, on importe la quasi-totalité de nos matériaux de construction, parce qu'on n'a pas d'industrie de construction. Donc, ça fait déjà que ça coûte plus cher. Et en plus de ça, il y a une forme de spéculation immobilière qui a commencé sur Abidjan, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent investir là-bas. Donc, ça monte le prix. Les gars aussi ils font beaucoup de promotions de achat-revente. Et à chaque fois que tu fais l'achat-revente, forcément, ton bâtiment il devient de plus en plus cher, en fait. Et puis, bon, il y a des gens qui sont un peu malhonnêtes aussi, qui doublent un peu les prix des choses. Voilà, Mais c'est sûr pourquoi, c'est quoi le problème pour créer une industrie? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Pour le domaine de la construction qui est, on va dire, vital pour la construction d'un pays. Bah, ouais, en plus, c'est vital pour la Côte d'Ivoire parce qu'on importe quasiment tout. Donc, il faudrait qu'on le fasse. Bah, je pense que peut-être manque de volonté ou de priorité politique pour mettre en place ce genre d'industrie là. Et puis aussi, les personnes qui sont dans le secteur ne sont pas forcément orientées vers je veux créer une industrie. C'est surtout ça, en fait. Sinon, il y a des initiatives qui sont en place en ce moment qui essayent de créer fabriquer certains matériaux, notamment l'acier, faire aussi un peu de construction hors site. Mais voilà, il y a du manque en fait. Et il faudrait que les gens reviennent investir dans ce genre de projet. Donc aujourd'hui, tu entends, si je résume bien, si moi aujourd'hui je veux construire ma maison en Côte d'Ivoire, il n'y a pas moyen de minimiser le coût. Genre, si je transpose la maison que j'ai vue au Nigeria, je veux la faire en Côte d'Ivoire, comment je peux faire pour minimiser les coûts, ne pas payer 300 millions, mais payer 69 millions? Déjà, tu optes pour des matériaux locaux. Et quels sont les... Ah, la terre. La terre. Bon, la terre. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on va du coup? Parce qu'il y en a. Parce que la terre... en fait, il y a un petit paradoxe sur la terre quand même. Parce que la terre, c'est moins cher que genre la brique de béton. Mais c'est aussi moins volumineux. Donc, tu as besoin de plus de briques en terre que de briques de béton. Tu vois. Donc, là, tout de suite, on ne peut pas faire le coup. Et comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chiffres, je ne saurais pas te dire en moyenne qu'est-ce que ça coûte. Mais en tout cas, d'après les gens, ça coûte beaucoup moins cher en fait de construire en terre. Ensuite, à côté de ça, ce que tu peux faire, c'est
matériaux locaux, voire aussi au niveau des équipements qui sont à l'intérieur. Si eux, ils ont opté, par exemple, pour du marbre qui est original, toi, tu prends du faux marbre. Non, mais genre, c'était du marbre, apparemment du Nigeria en plus. Du Nigeria, ah non, donc là, t'es foutu un peu. Et donc, exporter, par exemple, genre importer un truc qui vient du Nigeria, ça revient encore plus cher que... ou parce que c'est de la même zone ouest-africaine. Ils sont dans la CEDEAO. Ouais. Bah, du coup, non. Je pense que ça donc, pourquoi les gens font pas très, ça? très cher. Pourquoi les promoteurs immobiliers? Peut-être parce que ça coûte moins cher en Chine. La malhonnêteté. Mais il y a un truc que je comprends. Ça coûte moins cher en Chine, mais ça... Donc, pour un import de Chine, ça coûte moins cher en Chine. Pourquoi ça devient plus cher? Mais c'est la douane, c'est ça? Ouais, c'est la douane. Bon, c'est ce qu'ils vont dire. Sinon... Bon, c'est ce qu'ils vont dire. Puis, je pense qu'ils augmentent aussi les prix. Ouais, genre, peut-être quand ils causent, ils vont dire, genre, ça va passer moins bien s'ils disaient que ça vient de Chine, parce que je pense qu'il y a toujours ce stéréotype dans les esprits de Shintok. Shintok, ouais. Par rapport à si ça vient du Nigeria, qui est vu comme un pays, entre guillemets, riche, Dangote, etc. Du coup, aussi, ils vont faire plus 25%. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça ne m'étonnerait pas. Et voilà. Ok, bah, c'est dommage en fait, parce que même tu vois par exemple la spéculation sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, on peut facilement la freiner avec genre des constructions qui vont coûter moins cher en fait. Parce que la pression, c'est sur les prix des terrains. Si les terrains coûtent cher, il n'y a pas de problème. Mais pour construire la maison, coûte moins cher aussi, on s'en sortirait. Hein. Après, la question que je dois te poser, c'est qui est-ce que ça arrange si ça devient moins cher? Bah, ça arrange les... Bon, on va pas se lancer sur les théories du complot, mais je dirais que ça ne m'étonnerait pas si quelque part, à un moment donné, il y a des gens qui sont arrangés par la situation actuelle et que ces personnes-là travaillent de près ou de loin avec le gouvernement. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas. Je pense que toi non plus, ça ne t'étonnerait pas. Je pense que ça étonnerait personne ici. Donc... Ouais. Bah, et puis après, bah, de toute façon, c'est un secteur libéral. Donc l'État ne peut pas venir dire aux gens, faites des trucs moins chers. Donc chacun fait ce qu'il veut en fait. Et en parlant de ça, ouais, j'ai une question dessus. Est-ce que l'État prévoit de reprendre la main sur le secteur ou on se dit, bon, on laisse aller comme ça? Est-ce que ça a vraiment bénéficié à l'État de libéraliser? Et pourquoi ils l'ont fait en plus? Ouais, t'as pas mentionné ça. Oui, donc un peu de cours d'histoire. Je ne connais pas le nom de truc. Bon, bref, en tout cas, il y a eu les accords de Bretton Woods. Ouais, des trucs pour les ajustements structurels, là, c'est ça? Création FMI, Banque mondiale. Après, programme d'ajustement structurel, libéralisation de plusieurs secteurs. La SOGEFIA qui faisait les logements sociaux, caput, remplacés par les entreprises étrangères. Les entreprises étrangères viennent avec leurs techniques, elles construisent comme elles veulent. Et puis là, on est à ce point-là. Mais est-ce que c'est normal que les entreprises étrangères construisent comme elles veulent? Genre, il y a le ministère de l'urbanisation. Toi là, et toi. Non mais sinon, sérieusement, le ministère de l'urbanisation, il fait quoi? Le ministère de la construction. Comment c'est possible que des gens viennent dans un pays et puis ils s'installent, ils font comme ils veulent en fait? Genre, c'est quoi le rôle de ces ministères? Bah, en fait, il y a un code de l'urbanisme et puis un code de la construction. Mais c'est pas des trucs très restrictifs. Tu vois, par exemple, en France, quand tu veux construire un bâtiment, tu es soumis à entre 500 et 1000 réglementations normes. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tu n'as que le code de l'urbanisme, le code de tout. Et ici, il y a des trucs... Avec ratio 1 sur 1000. Un peu précis, tu vois. Donc, tu te retrouves à tout casser à 5 réglementations, en fait. Et puis, vu que bah, c'est libéral, mais ce qu'ils font, ce n'est pas illégal, le ministère ne peut pas forcément leur dire « ouais, vous faites mal ». Et comme il a dit là, il y avait cette question de contrôler aussi. Les gens font, mais il faut qu'ils aient la ressource humaine pour aller contrôler et les moyens financiers pour aller contrôler et la priorité d'aller contrôler. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des bâtiments souvent on écrit PC. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, j'ai vu un MCLUA, le ministère de la construction et de l'urbanisation. Voilà, le ministère de la construction est passé pour dire ton bâtiment tu l'arrêtes parce que c'est pas normal. Bah, les gars ils mettent un coup de peinture et puis ils continuent le bâtiment en fait. Mais on met PC, ça veut dire qu'il a construit son permis de construire. Ça veut dire que lui-même il est même pas aux normes. Mais on ne peut pas rester là sur leur dos, en fait, à chaque fois, tu vois. Est-ce que c'est pour ça qu'on a plus de... Tu vois, on entend souvent parler de dégâts matériels, tu vois, de bâtiments qui s'écroulent, les immeubles. Voilà, les immeubles et tout ça. Est-ce que c'est une des raisons? Bah oui, c'est... Oui. Ouais, rapide, minimisé. Généralement, ce qu'on remarque, c'est que les gens ils prennent pas de prêt en Côte d'Ivoire pour construire leur maison. C'est soit leurs économies ou bien à chaque fois qu'ils ont leur salaire, ils avancent un peu. Mais quand tu avances comme ça, en fait, tu laisses ton bâtiment aux aléas climatiques. Donc, ça fait que quelque part, il devient de moins en moins solide.
Ça, c'est une des raisons. Ensuite, ça, c'est si les gens, ils ont bien voulu construire ton bâtiment avec tout ce qu'il faut. Mais si les gens, par exemple, ils te piquent ton ciment, ou bien ils mettent pas autant de matériaux qu'il faut, bah, finalement, ça va s'écrouler. Il y a aussi des trucs qui sont construits trop rapidement, trop à la va-vite. Je sais pas si les gens ont peur ou bien qu'ils veulent vite investir. Mais ça aussi, il y a beaucoup de manque de technique, en fait. En fait, il faut casser le pays pour le reconstruire, en fait. Bah, moi, je sais pas si je peux en fait, mais si, en fait, mais genre, il y a plein de trucs qui vont pas, en fait. En fait, si tu prends l'échelle, là, tu as déjà le ministère de la Construction qui ne prend pas les mesures pour vérifier que les gens ont les permis de construire. Ça, c'est la base. Donc, comment des gens peuvent avoir peuvent construire sans permis de construire, en fait? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même si tu as grouillé pour avoir ton permis de construire, quelqu'un peut sortir avec ton ACD derrière. On va voir dans ce détail. Au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, par exemple, tu as ton ACD, par chance, tu veux construire, des gens que tu emploies pour venir construire vont voler ton ciment. En fait, c'est pour nous dire, ne construisez pas dans le pays, en fait. Si on veut résumer. Il ne faut pas construire si tu n'as pas assez d'oseille. Non, mais comment, voilà, en parlant d'oseille, les prêts immobiliers dans le pays, comment ça fonctionne? Bah, c'est un peu comme en France, hein. Tu viens, tu dis, ouais, je veux acquérir un bien immobilier. Et en fait, la raison pour laquelle les gens ne prennent pas de prêt, c'est à cause des intérêts. Par exemple, j'ai écouté un podcast un jour de quelqu'un qui voulait investir dans l'immobilier. En Côte d'Ivoire? Ouais, en Côte d'Ivoire, qui avait besoin de 20 millions pour acheter un appartement. Et en fait, on lui a demandé de rembourser 40 millions. En gros, ses intérêts... C'est 100%. Voilà, les intérêts étaient égaux. C'est dans quelle banque il était pas dit? On va pas exposer la banque. Si, on va pas l'exposer. Non, mais parce que je pense même pas que ce soit légal. Je pense que les banques qui sont normalement dans le système légal, là, genre, il y a un certain plafond d'intérêt qu'elles ne doivent pas dépasser. Non, après, il faut prendre ça avec des pincettes parce que moi, il y a plein de détails à voir. Déjà, est-ce que la personne était domiciliée dans la banque? Ça, c'est un. De deux, est-ce que la personne avait pratiquement genre, une entrée d'argent suffisante pour pouvoir réclamer 20 millions de francs CFA? Et le 3, le risque que la banque prend, est-ce qu'il a déjà... Le risque est énorme en fait, parce que tu donnes de l'argent en Afrique. Hein. Mais c'est pas par rapport à ça, moi je parle de... Je dis juste que c'est pas légal, même s'il n'a pas tout ça. La banque, c'est pas légal. Non, mais si tu veux forcément le prêt, la banque va te le donner, mais il faut que tu payes. On doit être sûr que tu vas rembourser. En fait, parce qu'il n'y a pas d'adresse en Côte d'Ivoire. Donc s'il a pris tes 20 millions, tu le retrouves comment? Le fait que même si la banque te donne, moi mon point c'est que in fine, c'est pas légal. Elle n'a pas le droit de te donner avec intérêt 100% en fait. Mais ça, on est d'accord, mais on va dire, c'est pas légal peut-être, hein, mais c'est compréhensible que la banque te dise 20 millions, 100% d'intérêt. Est-ce que c'est pas légal? Non, moi, après, j'ai pas la loi ou bien truc, mais ça m'étonnerait parce que normalement, les banques, sont réglementées. Du coup, à moins que ce soit un truc de microfinancement peut-être, mais une banque, je dis n'importe quoi, il y a quelle banque, quoi, tu vois? NCA. Ouais, en tout cas, ça, je pense pas que ce soit possible de dire 100% en fait. Je pense que les gens, vraiment, il y a des plateaux, hein. On pourra chercher après. Après, il ne va pas dire intérêt 100%, c'est juste que ton prêt, tu le rembourses sur plusieurs années. Et quand lui, il calculait les intérêts sur la durée du prêt, du coup, ça veut dire qu'il payait des intérêts de 20 millions. Bon. Mais il y a deux cas, soit le gars, il a lancé grain aussi, donc c'est possible. Hein. Ouais, c'est possible. C'est comme ici, en fait, en France, par exemple, avec les intérêts à 4%. Si tu prends 100 000 euros, tu te retrouves à payer 130 et quelques euros sur genre des années. Alors que c'est que 3% en fait. Ouais, alors qu'au pays. Mais même ça fait quoi? 30%? Ok, c'est énorme. 3%. Mais je ne sais pas si vous réalisez 100%, c'est quoi? Hein? En fait, si tu rembourses 20 millions, 40 millions, c'est énorme. Mais moi, je trouve que c'est énorme. Ouais. Mais après, quand tu vois le risque que la banque pourra te prêter 20 millions. Il ne faut pas donner. Mais t'allais demander. En fait, normalement, je pense même que c'est réglementé même. Genre, les conditions pour accorder un prêt. Si tu n'as pas c'est quoi le mot? Si tu n'as pas d'investissement initial suffisant pour pouvoir donner le bénéfice du doute à la banque, genre, il y a un autre type de prêt où on regarde tes actifs, en fait, tes possessions, etc. Et si tu n'as pas de possession, on ne te donne pas parce que tu n'as pas de source de revenus suffisante et tu n'as pas d'actifs. Maintenant, je ne sais pas, peut-être comme c'est en Côte d'Ivoire, peut-être dans les gloglos, son cousin travaille là-bas, il a causé avec, on ne sait pas, mais... Non, mais bon... En fait, il y a un risque qui doit être maximal. Mais si tu ne remplis pas les conditions, tu ne peux pas avoir accès au prêt. Sauf si tu connais quelqu'un. C'est 20 millions. Tu prends un prêt de 20 millions, tu rembourses 1 million. Ouais. Bah, généralement, ce que les gars font, c'est qu'ils mettent en hypothèque leur possession, en fait, en Côte d'Ivoire pour baisser les intérêts de leur prêt.
Et les gens qui n'ont pas trop d'intérêt, du coup, ce sont les... Bon, Les quoi? Bon, les investisseurs qui ont beaucoup d'argent, eux, ils ont des prêts plus facilement. C'est un peu trop. Il faut dire les termes. Hein, il n'y a pas de termes. Elle voulait dire quoi, les pauvres? Non, les pauvres ont forcément beaucoup d'intérêt. Ceux qui ont beaucoup d'intérêt, c'est qui? Bref, en tout cas, les investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui font leur vie en Côte d'Ivoire, eux, généralement, ils ont des prêts plus facilement, en fait. Bon, à des taux d'intérêt moins élevés parce qu'ils représentent moins de risques, justement. Et donc, ici, c'est assez courant de voir que des jeunes qui viennent de finir leurs études ou qui travaillent depuis 3-4 ans décident de construire leur maison ou prendre un appartement. Donc, ils vont faire des prêts. En Côte d'Ivoire, la référence, c'est l'INPHB. Aïe. Non, vas-y. En Côte d'Ivoire, la référence, c'est l'INPHB. Est-ce qu'un jeune qui sort de l'INPHB, qui travaille depuis 3, 4, 5 ans, peut se permettre de prendre un prêt immobilier? Est-ce qu'il est en griffe, légitime? S'il a économisé assez et puis il a un bon track record, pourquoi pas. Après, forcément, les intérêts, ça sera élevé parce que c'est un jeune et tout. Mais ce qu'il peut faire, c'est passer, par exemple, sur les paiements plusieurs fois. Maintenant, il y a beaucoup ça qui vient avec la diaspora, du coup, qui s'installe de plus en plus en Côte d'Ivoire. Les paiements plusieurs fois de maison, par exemple, sur 2 ans, tu payes chaque mois. Ou bien, si tu veux acquérir ton terrain, tu payes chaque mois. Je pense que c'est ce qu'il peut faire, mais à contracter un prêt... Comme on le fait ici. Ouais, un peu comme on le fait ici. Ok. Est-ce qu'il y a des moyens de réduire les intérêts? Parce que dans le système des banques, il y a toujours des petites infos que tout le monde ne sait pas forcément. Peut-être il y a un truc, tu peux prendre un prêt là-bas et puis ça va passer, genre pour la même somme, ça va passer de 10 à peut-être 3%. Mais peut-être la personne ne sait pas forcément. Le banquier aussi, bon, s'il y a plus d'intérêt, il gagne forcément. Mais ça existe. Du coup, est-ce que toi, tu connais des petites méthodes, des petites Je pense que la seule méthode, en tout cas en Côte d'Ivoire, qui a fait ses preuves, c'est la location-rente. Ce qu'on appelle leasing immobilier. Tu restes dans ton bien, tu payes un loyer normal. Et au bout d'un certain moment, tu dis si tu veux l'acheter ou bien si tu veux le laisser à ton bailleur. Là, ça minimise au maximum, en fait, ton prêt. Sinon, à part ça, ça dépend vraiment des banques, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de tes activités, de qui tu as derrière toi. Sinon, et donc, Thilo Ecobul est-ce que Thilo Ecobul peut faire va faire des publications dans ce sens pour aider les jeunes de l'INPHB à pouvoir prendre Pourquoi il y a une PHB forcément? Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire de parler des jeunes de l'INPHB. Mais pourquoi spécifiquement eux? Il y a les jeunes de... C'est l'école référence en Côte d'Ivoire. Toi, tu as fait l'INPHB, n'est-ce pas? Non. Un peu. Un mois. Tu as fait l'INPHB, mais si tu étais une légende là-bas. Et Alida, tu as fait une légende aussi. Non, j'ai fait l'INPHB. Tu as fait une légende aussi. Donc, en vrai, quand... Fini par toi aussi. Oui, moi j'ai fait un mois à l'INPHB. Voilà. Mais, voilà quoi. Donc, vous savez un peu, quand vous sortez de l'INPHB, vous savez à quoi vous aspirez en termes de job. Est-ce qu'ils peuvent aussi aspirer à acheter des maisons? Parce que on a beau parler des investisseurs étrangers, mais au final, si le pays doit se développer, il faut que les citoyens eux-mêmes puissent acheter des maisons, les citoyens lambda. Mais ça dépend des filières en vrai. Parce qu'il y a un pays, il y a des gens qui peuvent sortir en fonction de leur filière, ils vont toucher, je sais pas, 800, 900, il y a d'autres qui vont toucher 400. Mais bon, je rigole parce qu'il y avait un truc linéaire. Petite parenthèse. Donc on disait qu'il y avait des gens que ça devienne touché 70. Il est vigile. La boum de transport, oui. Ah ben c'est stage ou bien poste? Travail, touché 70. CDI. Ouais, CDI. Il avait avec quelle filière? Un truc de... Je me dis un peu. Ni les géologistes 70 000. Non, c'est grain. Il avait déjà chauffeur, oui. Stop. Non, c'est grain. Ça, c'est Doi. Sa monnaie est restée là-bas, il n'a pas les prendre. Il a oublié un zéro, c'est rien. Il a voulu vous blaguer. Tu vois, c'est comme ça qu'on nous a dit ici. C'est bon. On peut continuer. On nous a dit quoi? C'est quelqu'un qui était ici, qui a fait HEC en Côte d'Ivoire, qui dans une boîte de la Côte d'Ivoire, une multinationale en Côte d'Ivoire, touche, c'était quoi, 300 000, 400 000, un truc comme ça? C'était pas, non, c'était 500. Moins 500 peut-être. Ouais, c'était 500. Après avoir fait HEC Paris. Mais bon, on en reparlera. Toi là, c'est Doi. Tu vas nous expliquer ça après. Moi, il y a un truc qui me protège dans la tête, c'est... Par exemple, au Côte d'Ivoire, il y a une population qui est... Surtout en Afrique, on va prendre le cas de l'Afrique. Aujourd'hui, on est à peut-être quoi
en tout cas, l'Afrique, c'est le continent même qui est censé se développer démographiquement le plus, tu vois, dans les prochaines années. Et donc, forcément, on aura un souci au niveau du logement. Tu vois. Il faudra loger toutes ces personnes. Et est-ce que construire des logements, je dirais, de masse pour toutes ces personnes-là est-ce qu'on pourrait aussi adapter les conditions durables de la construction, comme par exemple en Europe ici? Est-ce que par exemple on pourrait construire des immeubles à la chaîne tout en respectant les critères de durabilité? Oui, tout à fait, tout à fait. En vrai, c'est vrai que, par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la population ne fait qu'augmenter. Et ça ne va qu'augmenter avec la croissance démographique, avec l'immigration, avec tout ça, en fait. On va vraiment partir vers plus de vernacularité, c'est-à-dire des bâtiments qui sont verticaux, voilà. Verticalité, j'ai dit vernacularité. Bon, il reprend. Vernacularité, c'est construction locale. Bon, bref. Donc, il reprend la question, la réponse. Donc oui, c'est vrai que la population va de plus en plus augmenter, que ce soit en Afrique en particulier, en Côte d'Ivoire, on voit déjà les tendances. Et c'est vrai qu'on va aller vers plus de verticalité, construire beaucoup plus d'immeubles. Et est-ce que on peut mettre ça en phase avec la construction durable? Bah, tout à fait, en fait. Tout à fait. Il suffit juste de faire un effort au niveau des matériaux. Il faut faire aussi un effort au niveau du transport, au niveau de la conception même du bâtiment. Parce que être écologique ou durable, c'est pas dire que j'aurai 0 CO2. Ça, c'est pratiquement impossible. Rien qu'en parlant là, même on émet du CO2. Donc, l'idée, ça serait vraiment de minimiser et de faire en sorte que tout le monde puisse être à l'aise. Et ça, vraiment, il faudra le concours de tout le monde, que ce soit les gouvernements, mais aussi les personnes qui vont habiter dans ces maisons, qu'elles exigent de plus en plus aussi des maisons qui s'adaptent à leur mode de vie et aux conditions, qu'il y ait de meilleures conditions en fait. Et moi, c'est un peu ça ma mission. Faire en sorte que les gens prennent conscience en fait que le bâtiment, c'est pas juste, encore une fois, le cadre de notre vie, mais c'est aussi là où on grandit, c'est là où nos enfants vont grandir, c'est là où on fait la maturité de nos activités et ça a forcément un impact en fait sur nos performances et sur tout ce qu'on fait en fait. Donc ça serait ça en fait. Aller vers plus de verticalité, aller vers plus de matériaux locaux, beaucoup aussi comment ça s'appelle, de végétalisation aussi, vu qu'on est dans un climat plutôt chaud. Beaucoup de perméabilité. Une fois de plus, il y a énormément de soleil. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait le bitume là qui nous ramène les rayons du soleil à chaque fois et puis qu'il fasse chaud tout le temps. Aller aussi vers la minimisation des déplacements et puis la décentralisation des services en fait. Si tu crées une ville où tout le monde a des commerces de proximité, une école de proximité, genre tout ce qu'il lui faut à côté, cette personne-là va moins se déplacer. Et donc, quelque part, tu gagnes en fait au niveau des émissions. Donc, c'est vraiment penser la ville de cette manière-là. Et moi, c'est un peu ce que je veux faire aussi. Pour compléter la question de Messi, quel est le pays que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui regarder dans le monde en premier et après en Afrique, que la Côte d'Ivoire peut regarder en termes de construction? Et prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire, quel pays tu peux recommander? Du coup, vu les conditions climatiques, moi, je vais forcément recommander un pays en Afrique. Et le pays, pour moi, qui est quand même un exemple, c'est le Kenya. Du coup, qui a vraiment cette politique-là de construire durable, qui a son conseil du bâtiment durable, qui mesure en fait l'impact de sa construction, qui voilà, fait en tout cas attention en fait à sa réglementation et à comment la construction impacte son quotidien. Sinon, en termes de processus métier, je vais recommander aussi le Sénégal parce que là-bas, il y a vraiment toutes ces personnes-là qui essaient de remettre au goût du jour en fait la construction en terre, que ce soit au niveau des architectes, des professionnels. On le voit partout en fait. Je sais que vous-même vous l'avez déjà vu aussi quelque part, le Sénégal pour ça. Et il y a un quartier au Sénégal qui s'appelle le quartier de Lami, où ce sont les populations même du quartier qui ont décidé de construire durable, d'avoir des bâtiments qui parlent entre eux, d'avoir des bâtiments qui s'auto-régulent, de prendre en compte la construction de parkings, de végétaliser le quartier. Donc c'est vraiment cette conscience sociale et l'intelligence collective en fait qui est assez intéressante qu'on pourrait mettre en Côte d'Ivoire. Donc moi ça serait ces deux pays. Mais c'est assez paradoxal que tu parles, bon pas paradoxal mais c'est intéressant que tu parles du Kenya parce que dans l'épisode précédent que je vous invite à aller regarder, on a parlé avec Dalanda
Elle nous a raconté un peu son séjour au Kenya qui était très intéressant. Et bon, on voit le Kenya, c'est un pays qui attire pas mal l'attention pour vous. Je sais pas pour vous, vous le voyez comment. On peut aller visiter, faire un podcast là-bas sur 2 moi, ça mais si tu organises ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. on va le faire. Ouais, mais franchement, je sais pas, c'est intéressant en termes de comptabilité. Elle avait parlé d'Amanda. Comptabilité, tout ce qui est télécommunication. Aussi. Agronomie, tout ça. Franchement, banger en vrai. Ouais. C'est le futur. Ouais. Il y a un truc à dire par rapport à ça? Non? Ouais, il y a de plus en plus de personnes qui vont vraiment investir au Kenya. Des Ivoiriens, en fait, même qui vont, que ce soit pour l'immobilier ou bien d'autres sortes de projets. Donc, pays à faire, moi, je vais faire aussi. Mais pourquoi, on va t'inviter dans le voyage, évidemment. Ouais, bien évidemment. Voilà. Mais genre, pourquoi aller investir au Kenya et ne pas venir investir en Côte d'Ivoire directement? Non, il faut investir Après, en Côte d'Ivoire. Je parle des Ivoiriens qui vont investir là-bas. C'est ce que je veux dire, mais c'est contre-productif. vu comment elle l'a expliqué avec toutes les difficultés. Moi, je suis un investisseur, je cherche à me faire des KEA. Je vais dans l'environnement le plus propice. Et actuellement, l'environnement ivoirien, le marché ivoirien ne me semble clairement pas propice. Il y a tellement de trucs qui ne sont pas sous ton contrôle. Comé va sortir dans le dos, par exemple. Ouais, il y a Comé, mais Comé, moi, je suis sûr, c'est celui qui est juste apparu devant les caméras, mais juste il y a 17 Comé qu'on ne connaît pas. Du coup, personne ne cherche à pas perdre son argent. Et du coup, ok, on veut aider le pays, on veut aider à développer, mais si le pays n'est pas prêt, il y a le Kenya qui est là. Mais après, il faut rendre le pays prêt, en fait. Mais il y a pas personne ne va venir. Ok, c'est facile de rendre le pays prêt. Dis rendre le pays prêt. Comment tu rends le pays prêt? Moi, je suis un spécialiste en Alida, tu me dis comment rendre le pays prêt. Rendre le pays prêt. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est limité un peu au domaine de la construction. Moi, je pense que le pays va s'auto-réguler quelque part. Parce que, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, par exemple, qui vont changer de classe sociale grâce aux études. À quelle Vous êtes raison? d'accord ou pas? Non, par exemple, quand nous... D'Ivoiriens de la diaspora ou ceux qui sont... je pense, par exemple, avec les systèmes, par exemple, de bourses d'études que l'État ivoirien donne, on est d'accord que sans les bourses, il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas pu faire genre des études. On n'est pas pauvres. Grâce au président Alassane Ouattara, qu'on salue chaleureusement. Ouais, il y a plusieurs personnes en fait qui ont pu faire des études supérieures. Donc, bon, si on parle du mandat du président Alassane depuis 2000, bon, moi je parle de depuis 2015 parce que c'est là qu'il a commencé à avoir des yeux clairs. Donc depuis 2015 jusqu'à peut-être, je sais pas, 2000. Oh non, quelle année? 2025. Jusqu'à ce qu'il soit là. Voilà. Non, mais la solution. Hein. Donc, il y a toujours ce système de bourse. Là. Du coup, il y a ces personnes-là qui ont bénéficié de ça durant cette période-là, par exemple, qui ont pu faire des études assez prestigieuses quand même et qui vont quand même changer de classe sociale quelque part. Et si ces personnes-là sont reconnaissantes et veulent aller investir au pays, rester dans leur pays, je pense qu'elles vont quand même vouloir un certain style de vie, un certain standing en fait, que les personnes qui sont dans ce moment ne peuvent pas forcément se permettre ou n'ont pas les outils et les armes pour exiger en fait que vous fassiez des trucs bien. Sinon, quand tu vas dans la classe sociale supérieure, les bâtiments que tu as là-bas, déjà, c'est très carré, c'est bien, énormément de végétalisation. Comme il t'a dit, dans le quartier, c'est pas les bitumes comme dans nos quartiers. Ouais, ça c'est vrai. Là-bas, c'est des trucs, des bandes perméables pour régler la température. Genre, même au niveau des matériaux, c'est épuré, tout ça. C'est parce que c'est des personnes qui ont de l'argent, qui peuvent exiger de bonnes choses en fait. Et donc, si les gens deviennent de plus en plus exigeants, le marché lui-même va s'adapter. Ok. Parce qu'actuellement, on est surtout dans un marché de concurrence. Donc, les gens, ils essaient de maximiser en fait leurs gains. Et ils ne sont pas forcément dans la question de ouais, je vais construire durable, mais je vais faire en sorte que ça soit joli. Je pense qu'il y a un cadre légal aussi qui doit se créer. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui sont mis en lumière avec les réseaux, tout ça. On a vu, on parle de ce fameux monsieur-là. Je prends tout pour moi, c'est pas grave. Mais voilà, mais je pense que les autorités ont des retours par rapport à ça et donc vont vouloir, d'une manière ou d'une autre, améliorer certains écueils, tu vois, ce qui va pas bien. Donc, je pense que ça va s'améliorer. Après, à quel horizon, je ne sais pas forcément. Je ne sais pas par quoi on va passer. Mais à mon avis, on est sur la bonne voie. Ouais. Par rapport à ça, justement, moi, je pense qu'on ne peut pas forcément laisser le gouvernement tout faire, en fait. Parce que même quand tu regardes, en fait, la France, moi, je travaille un peu dans le secteur public. À côté de l'administration normale, il y a des administrations de contrôle. Par exemple, le CNIL pour les données, etc.,
Et il y a des administrations aussi de contrôle au niveau des patrimoines et de ce qui est construit. C'est pour ça que eux, en fait, les gens n'arrivent pas à construire comme ils veulent. Parce que de toute façon, les syndicats ou bien les personnes qui observent en fait comment les trucs sont construits vont venir un peu les dénoncer, tu vois. Et donc moi, je pense que si on arrive à avoir cette conscience, à créer des autorités de régulation indépendantes de l'État qui vont genre regarder, produire de la donnée, produire des chiffres, sensibiliser les populations sur ce qu'elles peuvent faire, ça va changer en fait. Moi, je pense que où on est, c'est seulement le marché qui va exiger que ça change ou que ça change. Mais tant que le marché ne prendra pas conscience et n'exigera pas des choses, bah on est dedans en fait. Ok. Bah, en fait, moi, je vois pas comment un citoyen moyen peut pousser à ce que genre, les choses changent. En fait. Bon, après, tu as parlé des données, du PNI, tout ça, mais genre, je sais pas. Je vois par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? On va beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais rien ne va changer. Bah, si Johan, au lieu d'aller chez un promoteur qui lui propose une maison comme ça, il dit au promoteur, bah moi je veux un truc qui est durable, je veux un truc voilà, qui respecte l'environnement, bien je veux un truc qui est assez bien. Le promoteur, quelque part, il aura la pression, tu vois, vu qu'il n'aura pas son argent finalement. Ouais. Et c'est pareil, en fait, si entre nous, qui prenons conscience, on arrive par exemple à créer des fonds d'investissement et on se dit que nous, on finance que les promoteurs qui font des choses durables, bah, il y a des promoteurs qui vont faire du coup des trucs durables. Et en fait, le marché de consommation va se dire « Ah ouais, il y a ce genre de bâtiment là qui existe, qui est bien. » Et là, c'est un facteur différenciant. Les concurrents, ils vont se dire « Ah ouais, il y a ce gars qui a cet avantage par rapport à nous. C'est assez intéressant. » Donc, ils vont aller se mettre dessus en fait. Et le marché va se réguler tout seul. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le pouvoir, il est dans quelle direction? C'est plus les producteurs, enfin les promoteurs immobiliers et tout ça qui ont le pouvoir au niveau du bâtiment, c'est ça? Moi, je pense que c'est plus les promoteurs. Parce que même, par exemple, le promoteur, il va avoir un architecte. L'architecte, lui, il peut juste lui proposer, tu vois, de bien construire. Mais derrière, le promoteur, s'il ne veut pas, il dit, bah, je ne veux pas. Et puis, l'architecte, il ne peut rien lui faire, tu vois. Quelque part aussi, bah, il y a les financeurs. Eux, ils sont là, ils ont leur argent. Ils s'en foutent un peu en griffe que toi, tu fasses ton projet ou pas. Donc, quand tu viens lui proposer ton projet, c'est pour que ça soit rentable. Donc, quelque part, c'est le promoteur qui va dire, ah, moi, voilà ce que je veux faire. Mais là où le bas blesse, en fait, c'est que s'il propose quelque chose de durable et qu'il ne peut pas être sûr que les gens achètent derrière, ou bien que les gens aient cette conscience-là, bah, ça ne sera pas sa priorité, en fait. Ça ne sera pas la priorité des financeurs qui, bon, généralement, ne vont pas habiter dans les bâtiments. Moi, j'ai remarqué un truc, les gars, c'est qu'à chaque fois que les gens viennent dans notre podcast, là, à la fin, les gens ils donnent pas mal d'idées de start-up à lancer, comme ça. Je pense qu'on peut déjà, c'est pas implanter un petit quota de, si les start-up commencent à fleurir en Côte d'Ivoire, on peut mettre un petit quota pour avoir notre petit bénéfice dessus, hein, je sais pas. En fait, nous-mêmes, on va faire beaucoup de Voilà. Il faut juste que l'argent commence à rentrer un peu. Il y a des idées qui rentrent dans ma tête. Donc, les followers, abonnez-vous. N'hésitez pas. On a besoin d'investissement pour pouvoir lancer les trucs. Honnêtement, c'est intéressant. C'est comme ça, on va être pour lancer les tontines. Shout out to Mabio. Voilà. Donc, tu as parlé de bourse dans ton allocution et tout. Donc, je sais pas, Joanne, on peut parler du parcours de... Ah bah, si vous avez plus de questions sur le sujet de la construction durable qui est très fascinant. Bon. Je pense qu'on aura toujours des questions, mais justement, on va essayer de se focaliser un peu sur le parcours de notre invité. Ouais, c'est vrai parce que... laisser les autres questions à nos auditeurs, n'hésitez pas à les poser dans son commentaire et tout ça, ou même à contacter... non, vous contactez-nous et nous, on va la contacter pour vous. Comme ça, on gagne un peu un petit... Ouais, parce que sinon, elle ne va pas répondre. Ouais, il va plus vouloir revenir dans notre podcast pour répondre à vos questions. Oui, du coup, pour repartir rapidement sur ton parcours, on a fait nos petites recherches et tout. On a vu que tu as été à de multiples reprises. Première nationale, 10 millions. Ensuite, INPHB, MP étoile, meilleur parcours, bien sûr. Une classe où il y avait combien de personnes déjà? Une trentaine. Oui, j'ai combien ici? En étoile ou en MDS? Non, en étoile. C'est-à-dire une trentaine sur des centaines d'élèves. Voilà, ensuite, bourse du gouvernement, étudier à l'ESTP et ensuite, Schema, donc l'une des meilleures écoles de commerce. Donc. Je te laisse le soin de nous expliquer tout ça. N'oublie pas les détails, parce qu'il y a un détail il y a deux détails qui n'ont pas mentionné là. Si tu ne les sors pas, je vais les sortir. Mais vas-y, je t'écoute d'abord. Ok, je vais commencer au collège du coup. J'ai fait mon collège au collège Kema,
Où ça? À Angers, 7e tranche. Ok. J'étais collée à une boîte de nuit. Bon, bref. Tu partais là-bas souvent? Non, je ne partais pas à la Tu as boîte de vu nuit. un peu le monde des boîtes de nuit un peu tôt, Oui. c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah, c'était collé à une boîte de nuit. Du coup, quand on partait à l'école le matin, on voyait souvent Arafat et les gars du Ah, coupé décalé. Donc, c'était intéressant. Bon, bref. Donc, je suis restée là-bas jusqu'en 3e. En 3e, j'ai passé le BPC. Comme Joanne l'a dit, j'ai été première nationale. Waouh. Donc, après le BPC, bien évidemment, on va m'envoyer dans un lycée d'excellence. Mhm. Le lycée Sainte-Marie de Cocody. Mais je ne suis pas restée là-bas. Parce que je ne comprenais pas, en fait, la logique de souffrir pendant les études. Pas la souffrance que tu ressens parce que, voilà, tu as des objectifs, tu ne dors pas pour ça. Mais la souffrance que tu ressens parce que le corps professoral ne fait que te dénigrer et puis pense que en faisant ça, en fait, ça va te motiver à avancer. C'est important pour mon parcours, c'est pour ça que je dis ça. Mhm. Donc après ça, je suis allée au collège Le Figuier à la Riviera. J'ai eu le bac et je suis allée à l'INPHB. Où je pouvais fuir Sainte-Marie, je ne pouvais pas fuir l'INPHB. Parce que c'était un peu la même logique. Vous voyez un peu la logique en Afrique de on doit fouetter ton ego pour que tu sois bien. Moi, ça ne marche pas du tout en fait avec moi. Du coup, quelque part. Bah, je n'ai pas le choix. En fait, Pour une MP étoile. en fait, j'avais fait une sorte de guerre avec mon papa pour rentrer là-bas. Du coup, j'étais obligée de fournir des résultats. Ah, Mais- ton père voulait que j'y aille, et toi, ou toi tu voulais y aller, ton père voulait pas, Ouais, c'est je ça? voulais y aller. Mon père voulait que j'aille à l'IUGB pour aller aux États-Unis. Mhm. C'est pas où c'est 4 millions par an? Je sais pas, en tout Non, cas, tu c'est un sais, grand tu bassin. En tout cas, c'est un grand bassin. Bon, on a fait un peu la guerre. Je sais même pas pourquoi il voulait forcément aller à l'INP, mais bon, bref, je suis allée à l'INP en MPSI. Après la MPSI, heureusement, j'ai pu aller en MP étoile. C'est pas heureusement. Faut pas dire heureusement comme c'est la chance. Non, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu aller en MP étoile. Après ça, on a passé des concours. J'ai eu le concours de l'USTP Paris. Donc, j'ai pu passer d'autres concours après, à part le concours de l'X. Bon, malheureusement, il a tapé poteau à l'oral. Donc, après ça, je suis venue à Le concours l'USTP. Que Messi a réussi brillamment avec 19 Wow. sur 20. 17. 19 Ah, waouh! Attends, mais si. Waouh! Attends, tu as vraiment eu 19. Non, est-ce que tu as vraiment eu 19? Tu as eu combien? Non, laisse. Ah, on va faire un épisode spécial Messi, hein, parce qu'il y a trop de zones Ah, d'ombre. c'est à lui là, c'est trop. 19. Alix. Alix, ouais. Meilleure école d'ingénieurs de France, Ouais, le fond, en plus. historiquement. Donc, bref, après ça, je suis venue à l'ESTP Paris en génie mécanique, électrique, efficacité énergétique. Donc, c'était la branche industrie de l'ESTP et il y avait la branche bâtiment. Mais bien sûr, vu qu'au début, c'était tronc commun, on faisait un peu de bâtiment. Et j'avais remarqué en fait que si je restais là-bas, je n'allais pas faire de l'efficacité énergétique. J'allais rester là à dimensionner des systèmes énergétiques. Alors que bon, c'était pas trop ma tasse de thé. Donc, c'est pour ça en fait que je suis allée à Centrale Supélec en double diplôme en efficacité énergétique. Et là-bas, j'ai pu me spécialiser en énergétique du bâtiment. Et pour la petite histoire, en fait, le format que je fais de Tilo EcoBuild, où je donne des caractéristiques de bâtiment, ça m'a été inspiré par un de nos profs, justement, qui nous a demandé de faire ce travail-là pour un bâtiment. Et moi, j'avais fait sur l'école primaire de Gando. Et du coup, qui était aussi genre ma première publication. Ok. Ouais. Mais à Centrale, tu étais major, hein? Non, j'étais pas major parce qu'il n'y a pas de classement. Et on ne me mettait pas dans le classement. Mais j'ai eu un bon GPA quand même. 4,07 sur 4,3. 0,7 sur 0,3. Non, sur 3. Alors, tu as eu 4,07 sur 3. Sur 4,36, si tu veux. Ok. Ah, ok. Donc, il y a 0,23 points qui a laissé quelque part. Donc, voilà. Mais il y a un autre détail que tu ne nous mentionnes pas. Tu as passé le concours Miss Mathématiques, non, ou pas? Ah, oui, j'avais passé Miss Mathématiques et puis le concours de mathématiques. Il y avait un autre concours de mathématiques, j'ai oublié le nom. Moi, c'est vous les gouttes, donc peut-être que vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. C'est pas toi, tu connaissais le concours de mathématiques. Comment ça va, mec, un concours? Toi, tu connaissais aussi? Forcément. Ouais. Tu l'as pas fait parce que tu ne voulais pas mettre la honte aux autres. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, j'avais passé Miss Mathématiques, mais c'était pas Miss Mathématiques que j'ai remporté l'autre concours de maths qui est un peu plus général. Et ça, c'est parce que j'avais fait un tour en fait dans les préparations d'Olympiade de mathématiques. Genre, j'avais fait 2 ou 3 jours avec eux en fait. Et voilà, ça m'a appris un peu des bases de mathématiques, c'est ce que j'ai appliqué. Et puis bon. Ok. Bah, c'est intéressant. Moi, il y a un truc
qui m'intéresse dans ton parcours. Tu as parlé du lycée Sainte-Marie. Moi, j'ai pas très bien compris. Donc, tu as le lycée Sainte-Marie, tu as dit que les professeurs étaient un peu durs. Oui. Okay. Tu es en train de gratter le nom des professeurs du lycée Sainte-Marie. Non, ils sont bien. Non. Mais arrivé à l'INPHB, où, objectivement parlant, les professeurs sont plus méchants ou durs, tu as réussi à t'en sortir. Donc, qu'est-ce qui a changé entre les deux? Au-delà du fait que tu t'es battu pour y aller, il y a forcément un truc. Bah, j'ai pris aussi en maturité. C'est tout. Parce qu'à Sainte-Marie, j'avais 14 ans. En gros, ça me plaît pas, je m'en fous, je fais tout pour quitter là-bas. Mais là, j'ai grandi, en fait, je peux pas juste me dire, bon, comme ça me plaît pas, je fais pas. Tu es arrivé quelque part, essaie de te battre. Et puis, bon, quelque part, il y avait des résultats qui étaient pas trop mal aussi, donc bon. Où ça, à Sainte-Marie ou à l'INPHB, en MPSI. MP, c'était. Ah, tu veux dire quoi, le début était dur à Sainte-Marie par rapport à l'INPHB ou... Attends, bon, je reprends. À Sainte-Marie, en fait, vu que j'étais plutôt jeune, j'aimais pas l'environnement qui était assez stressant, assez compressant, en fait, pour que, voilà, on puisse fournir de bons résultats. Et vu que j'étais petite, j'ai pas fait d'efforts, en fait, pour m'intégrer. Bon, il n'y a pas dit pour m'intégrer, mais voilà, pour rentrer dans le moule. Et puis, bon, pour celles qui se rappellent même, bon, plutôt que d'étudier, j'écrivais romans. Et puis, j'envoyais, genre, des chapitres chaque semaine, en fait, à l'école. Et puis, ça me plaisait parce que quand ils faisaient ça, les gens me disaient « Ah ouais, tu écris bien, c'est chic, c'est intéressant, tu vois. » Moi, je fonctionne plus aux compliments et puis aux encouragements qu'à la pression, en fait. Donc, là, après ça, c'était... C'était à l'époque, hein, c'était ça. C'était à l'époque. Bon, c'est toujours le cas, mais bon, maintenant, avec la maturité. Par contre, à l'INPHB, vu que j'étais un peu plus mature et puis, bon, qu'il y avait une meilleure vision, en fait, de ce que je pouvais devenir plus tard, je me forçais, même si l'environnement n'était pas adéquat ou ce que je voulais forcément. Mais est-ce que, enfin, par exemple, quand tu étais en Côte d'Ivoire encore, tu avais des notions de construction aussi. Enfin, tu l'as connu, excuse-moi, quand tu es arrivé en Europe, en fait. Là que tu as découvert, c'est ce que j'ai compris de ton parcours, c'est là que tu as découvert. Et du coup, est-ce que tu penses que, étant en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont accès à cette formation de construction durable, à ces notions que tu essaies de vulgariser aujourd'hui? Non, je pense pas que construction durable en tant que telle, il y en ait. Par contre, je pense que les architectes, quand même, ils ont accès à ces notions-là. Sinon, c'est pas aussi vulgarisé que comme moi, je suis ingénieur, j'ai ces connaissances et tout. Pourquoi c'est cool qu'on... Ah, il devait ajouter quelque chose. Non, mais genre, ok. En fait, la question était simple parce que les gens, ils font construction durable. Ah, ok, je pensais que tu allais... Et les gens, bon, c'est qu'il peut rebondir. Et les gens qui sont à l'ESTP et à l'INPHB, des Amsoko. Voilà, bon, moi, j'ai pas forcément leur cursus en tête, exactement. Mais ESTP, en fait, c'est pas que bâtiment. Il y a aussi beaucoup de travaux publics, il y a la topographie, il y a énormément de choses, en fait. Et donc, je pense que c'est plus axé sur ces thématiques-là, plutôt que sur le bâtiment en tant que tel. Ok. Ça. Bon, bah, je pense on arrive bientôt à la fin de l'épisode, du coup, pour continuer rapidement sur toi. Tu as dit que tu faisais une alternance. Si je ne me trompe pas, ou tu as mentionné un job. Du coup, on aimerait bien que tu nous expliques un peu rapidement, parce que tu nous as déjà expliqué tes hobbies et tes passions. Mon alternance, c'est fini. Hein. Est-ce que c'est toujours pertinent? Oui, pourquoi pas. Peut-être tes aspirants professionnels. Ouais, bon, ouais, c'est la même continuité, mais je peux parler de tout. Ok. Bah, mon alternance est terminée il y a maintenant une semaine. En gros, je travaillais dans un fonds qui finance des projets de rénovation énergétique pour le patrimoine public français. Et en gros, ce que je faisais, bah, il y avait deux missions principales. La première mission, c'est de réceptionner des candidatures, faire des propositions d'amélioration et en fonction de ce que les collectivités demandent, leur donner de l'argent pour réaliser ou pas leur projet. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui s'aligne un peu sur mon travail que je fais avec mon blog du coup, c'était de réaliser des guides techniques pour permettre aux collectivités de faire des choix pour la rénovation, pour prioriser, etc. Et moi, j'ai surtout travaillé sur la solarisation et puis l'éclairage public. Donc, j'ai terminé un peu cette expérience-là, mais j'ai décidé de la quitter parce que je voulais deux choses. À très long terme, en fait, moi, je souhaiterais me mettre à mon compte, du coup, avec Tilo que j'ai commencé en ce moment-là. C'est vraiment mon souhait. Et je voulais aussi découvrir d'autres choses. Et c'est pour ça que j'aimerais bien m'orienter vers le conseil
Parce que le conseil, ça permet de faire plusieurs choses à la fois, pas forcément rester statique à faire exactement la même chose. Et la deuxième chose, c'est que ça te permet de voir voilà, de l'horizon, avoir énormément d'idées et puis favoriser l'innovation. Donc, c'est ce que je préfère plus tard. Ok, bah, nous, on a notre consultant ici qui. Consultant en bullshit. Consultant de durabilité. Tu vas peut-être nous dire, est-ce que c'est des éléments que tu retrouves dans ton quotidien? Non, mais forcément, hein, Ah ouais? on fait beaucoup de choses. On parle, on continue avec des clients afin de résoudre des problématiques liées au benchmark et aux KPIs. Et En gros, tu fais des PPT en fait. C'est tout. non, PPT et Excel, s'il te plaît. La PPT Excel. Ok, bah. Et QGIS. Oh, Et ChatGPT maintenant. Oh, technique. Ouais, très fort, très chaud. Ouais, franchement, je pense passer senior bientôt. Ok. Cap sur la seniorité. Ouais, j'ai même la tasse que je pourrais pas vous montrer maintenant. Ah, Ok, bah, est-ce que tu as des questions pour nous, pour le cercle afro, ou peut-être pour, je sais pas, pour Joanne, Messi, ou moi, ou je Pose-moi sais pas. des questions. bah, vraiment, je voulais avoir un peu votre avis en fait sur cette question de pression qu'on a à l'école. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous a affecté? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on devrait changer? Hmm. Bon, moi, si tu veux, bon, moi personnellement, je pense de nature, je suis quelqu'un qui se soucie pas forcément de ces choses du coup. Même à l'école, au lycée scientifique, etc., quand il y avait cette forme de pression, moi, mon seul kiff, c'était je suis à l'internat, je peux rentrer quand je veux, je fais ce que je veux. Du coup, j'avais de mauvaises notes, oui, mais ça me disait pas plus de choses que ça. Quand j'avais de bonnes notes, je disais Dieu merci. Quand j'avais de mauvaises notes, voilà, jusqu'en terminale où j'ai forcé un peu. Mais globalement, genre, la pression, ça n'a jamais été un facteur déterminant pour moi. Maintenant, est-ce que il faut changer? Pour moi, il faut faire en sorte que chacun se retrouve dans un milieu qui est adapté à ses compétences initiales. Il y a des gens qui ont besoin de la pression. Il y a des gens qui peuvent supporter la pression et il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la pression. Maintenant, si sciemment tu te lèves et que tu vas dans un endroit où tu sais déjà qu'il y a de la pression, il ne faudrait pas se plaindre du système non plus. Je pense qu'il y a une pléiade d'écoles avec différents systèmes de fonctionnement. Tu fais ton étude de marché, tu vas où ça t'arrange. Mais il ne faut pas te plaindre après. Moi, je pense que il y a ce que j'appelle la pression saine, tu vois. C'est celle qui te fait évoluer. Et je pense que c'est celle à laquelle j'ai été confronté à l'INP. Ça m'a juste poussé à bosser, tu vois. Et puis après, bon, une fois que j'étais habitué, je dirais c'était assez free, c'était assez libre. Je contrôlais à quel moment je devais bosser, qu'est-ce que je devais bosser, qu'est-ce que je devais faire et tout ça. Mais on va dire que c'est déjà dans le bain, tu vois. Et après, il y a tu vois, comme on dit, tout excès limite. Il y a une pression qui commence à t'étouffer. Celle-là, elle n'est pas bonne, tu vois. Quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à avancer parce que justement, tu as trop de pression, tu n'arrives même pas à décider ce que tu dois faire, tu vois. C'est là que ça devient problématique. Ouais, bah, moi je suis majorité d'accord avec vous deux, hein. Dans le sens, je suis d'accord avec Joanne dans le sens où il y a ce qu'on appelle des lycées d'excellence. Donc c'est des lycées où bah, il y a au-delà du fait que l'élève doit réussir, ils ont en griffe des objectifs eux-mêmes à atteindre, donc le nombre de mentions, le nombre d'admis au bac. Donc là-bas, au-delà même, bah, même si les professeurs ont de la bonne volonté, mais vous mettez une pression pour rentrer dans les objectifs de l'établissement. C'est un peu pareil au travail, tu vois. Il y a des entreprises, il y a des postes où si tu es là-bas, tu auras forcément une grande pression par rapport à d'autres postes. Après, je suis d'accord avec Messi, c'est qu'il y a la pression saine et la pression, on va dire, malsaine. Mais dans tous les cas, moi, je dirais pas ça comme ça, je dirais plutôt que ça dépend de l'individu qui devrait savoir relâcher la pression. Parce que quand tu sors, quand tu lèves chez toi et que tu sors, bah, tu peux pas contrôler comment les gens vont agir sur toi ou envers toi. Le seul truc que tu peux contrôler, c'est comment toi, tu utilises cette pression qu'ils vont t'envoyer. Donc, tu la relâches tranquillement ailleurs. Je sais pas, tu peux te mettre au sport, faire un peu de boxe. Je sais pas, aller à la salle de sport comme Joanne le fait si bien. Ou jouer au football, la peinture, la natation. Genre, essaie de faire un truc, quoi, pour essayer d'évacuer la pression que j'ai. Après, encore, tu vois ce que tu peux le faire. Bah, nous, les petits garçons, peut-être jouer au football, au basket. Pour les filles, je sais pas ce que vous faisiez, peut-être la cuisine. Mais. on va non, mais plus sérieusement, je sais pas, on sait pas comment les filles relâchaient la pression. Je sais pas. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que, bah, on a l'impression que les jeunes garçons n'ont pas cette pression, n'ont pas de pression, en fait, alors qu'au contraire, ils savent la relâcher. C'est mon avis sur la question.
Et toi? Moi. En fait, ce que vous dites là, moi je pense que c'est vraiment sous un prisme d'adulte. Mais imagine, tu es juste un enfant qui a 10-12 ans, qui ne sait pas prendre de recul sur ce genre de questions. Comme moi, quand j'avais 14 ans, j'aurais jamais dit en fait que c'était ça qui me bloquait. Mais c'est maintenant, quand je fais un peu d'introspection, je réfléchis à ça et puis je me dis, c'est dommage en fait. Je pense qu'on devrait pouvoir adapter un peu le discours en fonction de l'étudiant qu'on a en face de nous. C'est vrai que ça serait difficile parce qu'on n'est pas leurs parents, mais je pense qu'il faudrait souffler à la fois le chaud et le froid. Et il ne faut pas forcément rester là à mettre la pression tout le temps aux étudiants. Parce que ça fait qu'il y a des personnes voilà, qui ont énormément de compétences, qui perdent confiance en elles, qui ne travaillent plus et qui, du coup, se retrouvent frustrées. Ouais, moi, je suis d'accord. On en parlait dans notre session off avec Evan, que tu as sans doute rencontré dans ton parcours. mais, mais on disait que, par exemple, au classique, au scientifique, il y a de la pression, une griffe inutile. Parce qu'en fait, tu peux former tes élèves d'une certaine façon. Mais après, comme Joanne l'a si bien dit, c'est un lycée d'excellence. Hein. Des fois, c'est le système qui... faut l'accepter. Hein. On est là pour les mentions. Hein. Voilà. Donc, les cas mentions. Mais comme tu as dit, genre, moi, je sais pas si j'avais 12, 14 ans, je sais pas comment j'allais réagir en vrai. Mais, en vrai, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. J'ai eu des professeurs durs dans ma vie, mais je me foutais d'eux, quoi, tu vois. Ah, waouh. J'étais tellement bon. En vrai, on peut se le dire, hein. Toi, tu fais ce que tu as à faire, en fait. Ouais, tu étudies. Tu étais où Donc, déjà? on disait... donc, par rapport... Et je sais plus de quoi, c'était quel Non, le CSM Nyongo, en fait, il y a des professeurs qui étaient durs, tu vois. Il y a des professeurs qui étaient durs. Mais la plupart du temps, ils le font pour d'autres raisons. Peut-être qu'ils ont des problèmes à la maison avec les femmes. Ou bien peut-être que il est dur pour vous pousser à vous donner, en fait. Donc, en vrai, moi, il y a quoi à voir avec le fait qu'il soit dur avec moi? C'est pas mon problème, en fait. C'est est-ce que j'ai ma note? Parce que moi, la plus grosse pression que moi j'avais, c'était ma maman à la maison. Ouais, c'est ça. Voilà, ça dépend de quel niveau tu as. Moi, pression de la maison que ma maman me mettait, je sais pas ce qu'elle procès qui a fait un truc qui a me choqué, en fait. Donc, non, mais en vrai, si on est parti sur ça, c'est que c'est moi qui avais la plus énorme pression, tant pis. Man, tu vois, c'est relatif, man. J'ai 4 grands frères. 3 qui ont fait le lycée scientifique. On passait tous dans les mêmes écoles. Ils avaient 17, j'avais 12. Tous les professeurs se rappelaient d'eux. À chaque fois que je m'inscrivais, bizarrement, on avait les mêmes profs. Et on me demandait à chaque fois, toi, tu es sûr que j'ai le petit frère? Non, mais c'est pour ça que je dis, genre, moi, genre, la manière dont je suis, ça m'a énormément aidé. Parce que moi, je m'en foutais, en fait. Alors que si j'étais quelqu'un, je prenais la... Ah, moi, il y a 12 ans, moi, tu es. Non, mais en vrai, tu peux pas dire que ça serait forcément la plus grande pression. Parce que, en fait, c'est relatif. Parce que moi, par exemple, je dis que moi, il y a 18 grands frères. Voilà, moi, 18 grands frères. Est-ce que tes grands frères étaient forts à l'école? Pour la plupart d'entre eux, en tout cas, ils étaient forts à l'école. 18 grands frères. Bon, oui, 17 Ah, vieux. Non, mais oui. Et en fait, je suis le seul enfant de ma maman. Tu vois, je suis le dernier de la famille. Donc après, quand tu prends tous ces éléments, maman, elle me tient en fait, en griffe. Elle me tient pas. Maintenant, tu prends toute cette pression. Messi va te dire que bon, moi, j'étais l'aîné chez moi. L'aîné. Messi n'avait rien. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait aux aînés en fait? Genre les aînés de famille, on sait comment ça se passe. Bon, on verra ça dans la prochaine série. Voilà, donc, anyway, donc on tire, ou plutôt on tend, ou plutôt on est à la fin de l'épisode. Messi, tu veux nous faire la petite conclusion là? Non, je pense que c'était un épisode très enrichissant. On a su écouter, puis prendre des notes, parce que vous aussi, sur tout ce qui est construction durable. Et puis on a parlé beaucoup du cas de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire en particulier. Donc écoutez, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou même à nous contacter. On a notre page, nos différentes pages. Contactez la page Thilo Ecobul, vous abonner à sa page pour suivre ses publications. Et puis likez, abonnez, partagez, restez, suivez-nous. Voilà. On a des retours positifs, tout ça nous fait plaisir. Ouais, c'est ça qui nous pousse à continuer. Parce que passer tout ce temps avec Joanne, c'est pas facile. Non, alors là, pas du tout. Hein. Genre, je suis le meilleur élément de ce podcast. on va faire un sondage, hein, tu veux. On fait un sondage. On ne met pas Messi là. Donc voilà. En tout cas, merci de nous suivre depuis le début. Bisous à vous, bisous de là où vous êtes. Ouais. Merci à Ali d'aller. Combien donne les terrains?
Bisous. Merci.